Selon un récent rapport de Transparency International, la pratique de la corruption au Cameroun à la peau dure, et ce malgré la mise en place des structures de lutte contre la corruption telles que la CONAC, la NIF et le TCS. Selon le même rapport, dans tous les secteurs de l'administration au Cameroun, les Camerounais vivent dans la corruption au quotidien. Le Cameroun a d'ailleurs été classé en 2019 152e pays sur 180 et conserve le score de 25 sur 100 selon le rapport sur l'indice de perception de la corruption. Lutte contre la corruption au Cameroun, y a-t-il de réelles avancées? C'est la principale thématique de ce soir. Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette première sortie de votre émission Tout au clair. Et pour en parler, 5 invités de marque ce soir. C'est un plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Teyoumnou. Bonsoir. Bonsoir madame, je suis heureux d'être invité aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. Très bien. Mais vous êtes allergique au prénom français, hein? Non, pas français spécialement, mais je voudrais que l'Afrique retrouve ses origines un peu. Hein? Parce qu'à l'église, le pasteur ou le prêtre appelle par exemple l'autre qu'on m'appelait mon prénom Mathieu. Et après le jour de ma naissance Mathieu, mon baptême Mathieu, mon mariage Mathieu, mon décès Mathieu. Mais sois un peu conscient qu'on est allé trop loin. Et ça, j'appelle ça dans mes différents ouvrages la forme d'aliénation sociale qui est comme une forme de gangrène qui mine notre société. Vous dites, parler du prénom, ce n'est qu'un élément epsilon, parmi des millions d'autres. Donc, je suis là très, très heureux d'être invité. Je voudrais avant tout remercier toute l'équipe pour avoir osé choisir une thématique comme celle-ci que je situe dans le cadre de ce que j'appelle concentrons le regard sur des sujets essentiels, sur des sujets existentiels. Parce qu'on a l'habitude de parler des choses qui ne contribuent pas à l'édification d'une nation. Lesquelles, par exemple? Parfois, c'est trop de politique, et on perd un peu le regard sur ce qui est essentiel, existentiel. Donc, je voulais remercier très sincèrement tout le centre de télévision. Ce n'est pas la première fois que je permets de le faire. Parce que la communication, de mon point de vue, est toujours de nature à contribuer au changement de paradigme. Mieux que tout autre outil. Malheureusement, on ne les utilise pas assez. Et j'ai même souvent pensé que c'était nécessaire que le public, que les hommes d'affaires, même le secteur privé, contribuent à soutenir toute forme de communication, dès l'instant où la communication est de nature à jeter le socle fondamental de la construction d'une nation. Quand une nation est construite sur des bases solides, sur des rocs, la nation est appelée durablement à l'émergence. Très bien. Merci beaucoup d'être là, Teyoumnou. On va accueillir notre deuxième invité, M. Abdourahmane, représente le PCRN sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Paniel. C'est un plaisir. Je suis tout heureux de me représenter, d'être présent ici sur votre plateau ce soir. Et puis, l'occasion pour moi, si vous le permettez, bien évidemment, de tirer un coup de chapeau ou alors de saluer également tous les élus du PCRN qui ne cessent de démontrer par leur efficacité sur le terrain ce pourquoi ils ont été élus par les Camerounais et notamment les 5 députés de l'Assemblée nationale. Nous nous rappelons ici que la session parlementaire vient de s'achever et puis il y en a qui ont déjà lancé les tournées parlementaires pour rendre compte aux différents militants, aux différents sympathisants qui les ont donné la possibilité de se retrouver de là. Et bien évidemment, j'espère également que pour ce soir, les échanges seront à l'auteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Et je vais également dire bonsoir à tous vos membres du panel ce soir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdourahmane, d'être sur ce plateau. On va accueillir mon troisième invité, Monsieur Bertrand Tachinda, du nouveau mouvement populaire. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, Monsieur Tachinda. Bonsoir. Merci, Madame. Je suis très content d'être là avec mes copanélistes.
mon jeune frère du PCRN, mon cher frère monsieur Théomno, ouais, là pour discuter, pour échanger. Disons, madame, que je vais d'abord adresser toutes mes condoléances aux familles très éprouvées. Week-end noir. Hein? Le week-end dernier a été très triste. On a perdu des hauts commis de l'État, des aînés, une éminence. Il était le plus gradé dans la hiérarchie de l'Église catholique du Cameroun et bien d'autres. Je présente toutes mes condoléances à ces familles éprouvées, particulièrement à la famille du professeur Jérémy Ménoz. Je présente toutes mes condoléances. Je profite aussi pour souhaiter toutes les chances de bonheur à nos vaillantes lions indomptables. Je suis passionné de football. Saluer tous les militants du NNP et d'une problématique importante qu'on appelle la corruption. C'est important d'en parler, sans démagogie. Vous savez, c'est un problème que tout le monde règle quand il est assis dans son domicile. Chez lui, il a solution à tout. Souvent, dans sa propre famille, dans sa propre maison, il y a déjà des actes de corruption de la part même de ses propres enfants, de lui-même déjà en premier. Donc, c'est important d'en parler, il faut en débattre et voir ce qu'il y a lieu de faire, surtout pour que notre pays se débarrasse de cette histoire. Il n'existe aucun pays au monde où il n'y a pas de corruption. Là où il y a des hommes, il y a la corruption. C'est même entre guillemets normal. Ben, sauf qu'il faut la réduire à une échelle qui fait en sorte que ça ne bâtit pas sur, comment je vais dire, que le développement, la vision, surtout pour les pays comme le nôtre qui ont des ressources très limitées. C'est quoi 42 milliards de dollars de produits intérieurs bruts? C'est rien du tout pour un pays comme le Cameroun. On devrait pouvoir le multiplier par 3. Donc merci pour cette thématique. Merci beaucoup. Notre quatrième invité, je me sens un peu plus en sécurité ce soir. Hein, professeur Jacqueline Koyok représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Ça fait 2 femmes, hein, c'est ça. Bonsoir. D'abord, un salut d'abord à tous les militants de RDPC qui se bousculent actuellement dans des sommiers. Parce que je ne savais pas que les gens aimaient autant le RDPC, parce que tout le monde frappe à la porte du RDPC. Et je dis aussi bonsoir à tous mes copanélistes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent par rapport au problème de corruption que le président de la République a déjà combattu corps et âme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont là vont peut-être proposer des alternatives, mais je sais que le combat est rude et que le président tient ferme. D'accord. Professeur Jacqueline Koyok, le Cameroun qui a reçu ses premières doses de vaccin anti-Covid hier, sentiment de satisfaction? Bon, disons que puisque c'est à la mode partout et que j'ai vu le ministre lui-même prendre la première dose, je ne suis pas personnellement très fan de cela parce que je me dis que nous devons d'abord connaître l'origine de ce virus avant de nous jeter, parce que quand on va nous dire c'est une autre variante, est-ce qu'on va changer tous les jours les vaccins? Moi, personnellement, je le dis, mais le ministre de la Santé a demandé à tout le monde, surtout au corps médical, de prendre les doses. Il a commencé par lui-même et j'espère qu'il n'y aura que de bonnes choses après ces doses de vaccins. D'accord. Et on va tout de suite accueillir notre consultant permanent, Abel Elim Bilobé. Bon début de semaine à vous, monsieur. Merci beaucoup, madame. Et bien de choses à tous nos téléspectateurs. Point édito ce soir. On y viendra. Un week-end vraiment triste, hein, le Cameroun qui a perdu et enterré ses dignitaires. Oui. Le pays a connu, évidemment, je crois que ça n'a pas laissé beaucoup de gens indifférents. Beaucoup de ministres, anciens ministres sont décédés dans des intervalles de temps qui préoccupent. Mais en même temps,
Il faut dire que beaucoup de ces personnes décédées étaient déjà des personnes fortement âgées. Donc, l'émotion est là, la douleur est globale, mais c'est des choses qui peuvent arriver à un pays. D'accord. L'émission est interactive à travers notre page Facebook LTM TV officielle. Vous pouvez interagir avec nous. Le numéro de téléphone, si vous regardez cette émission hors des frontières camerounaises, vous précédez simplement du 237. Nous parlons ce soir de la corruption avec vous, Bertrand Tachinda, pour démarrer cette principale thématique. Entre 1998 et 1999, le Cameroun a été classé, selon Transparency International, le pays le plus corrompu dans le monde. Entre 2018 et 2019, il y a des changements, des améliorations. Quel est le constat que vous faites en tant que citoyen et homme politique de la corruption? Est-ce un fléau qui gangrène? Oui, c'est un fléau qui gangrène. C'est un fléau qui perturbe et qui tend à désagréger notre tissu social. Si on n'y prend pas garde, ça peut véritablement saper tous les efforts de développement. Mais moi, je regarde la corruption différemment. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'un pays comme le Cameroun a eu son indépendance à partir d'un acte de corruption politique. C'est-à-dire que l'indépendance du Cameroun est née de la corruption. C'est le premier point. Donc la base. Comment est-ce que le président Ahidjo fait tomber le gouvernement de M. Henri-Marie Mbida? C'est de la corruption politique. Et là-dessus, vous avez un acteur qui arbitre, qui généralement, comment je veux dire, encadre cette corruption, qui même, je veux dire, que insuffle la corruption et donne cette indépendance, entre guillemets, corrompue, qui fait qu'un pays comme celui-là, mieux, on vous lie les bras, les pieds et les mains avec ce qu'on appelle les accords de coopération. Vous ne pouvez que générer de la corruption. Si je fais le parallèle avec un pays comme la Malaisie, qui ressemble un peu au Cameroun, qui a eu son indépendance 3 ans avant le Cameroun, en 1957, une véritable indépendance. La Malaisie était une colonie de la Grande-Bretagne. Mais, sauf que la Grande-Bretagne, une fois que la Grande-Bretagne va véritablement accorder l'indépendance à la Malaisie, elle va signer de véritables accords de coopération avec la Malaisie. Et surtout, la Malaisie n'aura pas de difficultés et n'aura pas de restrictions, tant sur le plan d'accords militaires, sous ces pseudo-accords. Elle va coopérer avec le Japon, avec la Chine, avec les États-Unis et surtout avec la Grande-Bretagne. Résultat des courses, pratiquement 10 ans après son indépendance, la Malaisie se construisait déjà un véritable État sur les bases solides. Deuxième des choses, quand vous êtes donc issu, un État, comment je veux dire, issu de la corruption, où vous avez un acteur, un pays, qui bride encore votre souveraineté, eh bien, à l'intérieur du fonctionnement de cet État, ce super acteur choisi à partir de la corruption, qui sont ceux qui doivent accéder à la haute fonction publique? Qui sont ceux qui doivent accéder véritablement, comment je vais dire, au haut niveau des affaires sur le plan politique? Et qui sont ceux qui doivent être cooptés pour être des hommes d'affaires? À partir de la corruption. À partir de la corruption. Ça fait que véritablement, vous avez des hommes d'affaires fabriqués en totalité par l'État qui ne doivent pas attaquer les intérêts de ce grand acteur. Je donne le nom, la France, dans le cas du Cameroun. Vous avez également des hommes politiques, le président Ahidjo va s'appuyer sur des grandes chefferies, c'est-à-dire qui vont intégrer, comment je vais dire, son parti politique pour, vers les années 74-75, faire place à des cadres de parti, parce qu'une fois qu'on est indépendant, il n'y a pas véritablement de cadre de parti, 74-75 pour faire place à des cadres de parti. Dernière des choses, les conséquences de tout ça font que vous restez comptoir colonial. Qu'est-ce que le Cameroun va produire? Café, cacao, sauf que à cette époque, la métropole aussi se construit, c'est-à-dire ce grand acteur, dont votre cacao vous est véritablement acheté. Et vous avez une pseudo-croissance. Vous avez l'impression que vous enrichissez. Vous enrichissez, vous produisez. Le Cameroun aura 9, 10, 15% de taux de croissance. On aura l'impression que tout va bien. 1985, ça s'écroule.
Parce que vous ne contrôlez pas les prix des matières premières, de rien du tout. Le Cameroun contrôle le prix du café, vous ne contrôlez rien. Je ne parle même pas pour ceux qui étaient producteurs du pétrole. Et on en arrive en 1985 à cette crise. Comment on va dire que, je peux dire que cette crise boursière, économique, qui va affecter nos pays. De là, le FMI arrive avec ses conditionnalités. Autre gros acteur corrompu. Autre gros acteur corrompu. Parce qu'il va installer les conditionnalités, va installer un certain type de pratique, va même aider certaines multinationales à s'installer à partir de la corruption. Vous voyez que quand on définit donc ça, on peut se dire qu'il y a plusieurs types de corruption au Cameroun. C'est vrai. La plus détestable, c'est la corruption. Comment je vais dire que la petite corruption qui fait chier, excusez-moi l'expression. Vous voulez faire une carte nationale d'identité, vous voulez faire un extrait de casier judiciaire. On en reparle. Mais vous voyez donc que dans une situation comme celle-là, il est difficile, véritablement, de pouvoir dire, avec les petites marges de manœuvre, et surtout avec les grosses contraintes, de décider de lutter contre la corruption. Mais on va voir les efforts qui vont être faits, et surtout quand va arriver ce qu'on va appeler l'ère des libertés et des partis politiques qui vont proposer d'offres politiques qui eux-mêmes vont critiquer celui qui tient le pouvoir, alors qu'à l'intérieur des formations, ça sera véritablement que la corruption. On va arriver dans certaines parties où on achète des investitures. Voilà donc un peu, de mon point de vue, comment, grosso modo, rapidement, je peux présenter le contexte dans lequel le Cameroun évolue et arrive à une situation de crise qui amène à la corruption aujourd'hui, que ces donneurs de leçons disent, vous êtes... Très bien, on en reparle. Merci pour ce rappel historique. On comprend, professeur Jacqueline Koyok, que la corruption au Cameroun date de Mathusalem. Si on s'en tient à ce que Bertrand Tachinda révèle, nous savons que la qualité d'une maison dépend forcément de sa fondation, et il nous ramène un peu plus en arrière, et on comprend que dès la base, il y avait corruption au Cameroun. Oui, bon, ça... Est-ce que vous partagez... C'est son point de vue. Je sais qu'il y a eu des situations de crise au Cameroun. Et ce n'était pas seulement le cas du Cameroun. Il a raison, ceux qui critiquent, qui disent que le président Paul Biya ne fait rien par rapport à la lutte contre la corruption. Eux-mêmes, ils ne prouvent pas qu'ils luttent véritablement contre la corruption. C'est parce que en réalité, il y a une réalité sociale de la corruption que tout le monde perçoit, mais il y a un problème d'une réalité sociologique. La corruption n'est pas nécessairement ce que les gens croient. Il y a d'abord une grosse confusion entre les détournements des deniers publics, le blanchiment d'argent, la fraude, la collusion. Donc tout ça est mélangé au niveau du Cameroun. Mais je pense que la corruption, c'est fondamentalement le fait de dévier les ressources publiques de leur objectif, de leur cible principale pour les intérêts personnels. Mais nous voyons au Cameroun que les services sociaux, les populations à la base manquent de tout, alors qu'une poignée de personnes détournent ces ressources qui sont destinées à ces services sociaux, les détournent pour leur intérêt personnel. Je pense que le président de la République a posé des bases solides pour lutter contre cette corruption. Il a créé des institutions, il a même mis pour montrer aux gens que ce n'est pas seulement le fait des autres, il a mis les camarades du parti en tôle aujourd'hui, et nous savons que c'est des bras de fer que le président de la République lutte contre cette corruption. Mais le contexte, l'état d'esprit, l'environnement ne permet pas à cette lutte de porter déjà les résultats, mais le processus, il est là. Nous pouvons déjà encourager ce qui est en train d'être fait. D'accord, très bien. Avec vous, Théoum, nous on aura le temps de faire un diagnostic tout à l'heure. J'aimerais bien passer la parole à notre consultant permanent, Abel Elimbi-Lobet. Je le disais à l'introduction, entre 1998 et 1999, Transparency International a mené une enquête et nous a révélé que le Cameroun est le pays le plus corrompu dans le monde. Entre 2018 et 2019, il y a changement. Les Camerounais devraient plus faire confiance à quel organisme? Transparency International, la CONAC ou la NIF, selon vous? J'ai toujours été de ceux qui disent que ce n'est pas les organisations extérieures qui nous apprennent comment nous vivons.
nous vivons la corruption au jour le jour, dans les différentes sphères de la vie publique, et étant entendu que la corruption partout dans le monde fonctionne comme une véritable gangrène, même le secteur privé est actuellement atteint. Des pratiques qu'on voyait dans l'espace public uniquement, on les voit maintenant même dans les entreprises privées. On savait que pour se faire payer une facture, quand il s'agit de l'État, vous devez corrompre, ou bien quand il faut être adjudicataire d'un marché public, vous devez corrompre. Mais aujourd'hui, même dans les entreprises privées, pour qu'on vous paye votre facture, vous êtes appelé à corrompre. Pour qu'on paye votre facture. On peut expliquer d'où viennent toutes ces pratiques-là. Mais je voudrais dire que la corruption au Cameroun, elle est ancienne. Elle ne date pas des années dont vous parlez. Pour des faits de mémoire, en 1972, lorsqu'on organise la première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'est-à-dire que lorsque le Cameroun organise pour la première fois un tel événement, à la fin, le président Ahidjo fait mettre un certain nombre, traduit en justice, un certain nombre de personnalités qui étaient attachées à l'organisation de ce grand événement pour des faits de corruption. Mais il faut savoir que le niveau d'information qu'on pouvait avoir à l'époque étant relativement faible, des gens étaient punis pour des faits de corruption sans que cela ne fasse beaucoup de bruit. Donc la corruption n'est pas nouvelle, elle ne date pas de l'ère du président Biya. Seulement, on est plus informé aujourd'hui en raison de ce que le président Biya est en train de connaître la fin de son règne à une époque où le développement technologique fait en sorte que la circulation de l'information est extrêmement rapide. Il est très difficile aujourd'hui que les problèmes ou les faits soient cachés, restent anodins. Donc ça fait en sorte que on vit plus les effets de la corruption sur toutes leurs formes. S'il y a des poursuites, on le sait très vite. Si un fonctionnaire est poursuivi, on le sait très vite. On a donc l'impression que le phénomène a plus d'ampleur aujourd'hui que par le passé. Oui, mais on peut quand même aussi, après analyse, dire que l'ampleur que la corruption peut prendre dans un pays dépend de la force avec laquelle les gouvernements luttent contre ces phénomènes-là. Lorsque vous avez un climat de tolérance, vous pouvez très facilement arriver à des situations de corruption. Et on peut avoir le sentiment, et c'est le sentiment que nous avons au Cameroun, qu'à côté des actions qui sont menées par les pouvoirs publics pour endiguer, parce que nulle part dans le monde on éradique la corruption, mais quand même on peut la contenir dans des proportions qui font en sorte que la vie publique ne soit pas paralysée. Cependant, dans le cas du Cameroun, on assiste au développement d'un certain nombre de phénomènes qui doivent nous préoccuper quant à l'efficacité des politiques qui sont menées et quant à ce qu'on peut envisager finalement pour notre pays à l'avenir. C'est-à-dire que il y a des efforts qui sont faits pour lutter contre la corruption, mais en même temps, on a l'impression que les gens ont pris l'habitude de ne plus avoir peur de ce que la corruption peut créer comme préjudice. Préjudice judiciaire sur ceux qui la pratiquent. Les gens n'ont pas peur qu'on les arrête, les gens n'ont pas peur d'aller en prison. Il y a même une espèce de philosophie qui se développe, comme quoi entre faire un bon coup de plusieurs milliards de francs et aller en prison pour 10 ou 15 ans, puis sortir et jouir aisément du fruit de son enrichissement, par exemple illicite. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Vous avez des gens qui vous disent qu'ils peuvent choisir de faire un bon coup, aller en prison, etc. Et on peut expliquer pourquoi
la société arrive à ce type de paradigmes qui sont extrêmement pernicieux. Mais en même temps, il y a aussi de l'autre côté que les acteurs publics n'ont pas peur sur le plan moral. C'est-à-dire que sur le plan moral, individuellement, les consciences ne qualifie plus la corruption comme quelque chose de mauvais. Vous voyez très bien l'enrichissement illicite au sein des familles. Tout le monde voit bien qu'il y a enrichissement illicite, mais tout le monde semble vénérer les gens qui s'enrichissent de manière inexplicable. Tout le monde les considère comme les ressources précieuses des familles, etc., etc. Donc, la corruption prend diverses formes et l'impact aussi prend diverses formes, ce qui complexifie énormément le phénomène. Donc c'est un problème, c'est bien d'avoir mis ça à l'ordre du jour, à un moment où apparemment les projecteurs sont sur autre chose, mais je crois qu'on ne cessera jamais assez de parler de la corruption dans notre pays. Mais ce n'est pas Transparency International et les autres qui doivent nous dire si nous sommes bien ou pas, parce qu'à l'époque, je termine par cela, le Nigeria, avant que le président Obasanjo ne revienne au pouvoir, était un pays extrêmement corrompu. Mais Transparency International, à cette époque, n'a pas dit que le Nigeria était premier ou deuxième de la corruption dans le monde. Donc ces classements-là, eux-mêmes peuvent être le fruit de la corruption. C'est ça, ces classements peuvent être les fruits de la corruption. On vous classe aujourd'hui, et puis demain, on vient voir tous ceux qui font le classement, et puis ils vous classent mieux. Après, on dit que ça avance. Alors que dans la société, on ne voit pas les évolutions. Mais Transparency vous dit non, vous n'êtes plus trop corrompu, vous avez progressé, vous étiez au 140e rang, maintenant, ou bien vous étiez au premier rang des corrompus, maintenant vous êtes au 10e rang. Peu importe le rang, les effets restent extrêmement dommageables pour la société. Monsieur Abdourahmane, vous faites confiance ou pas à Transparency International parlant de corruption au Cameroun? Est-ce qu'elle est réelle? Comment se caractérise-t-elle? Madame Peigné, depuis ma boy, il faudrait que je puisse dire quelque chose. J'ai dû entendre ici que la corruption date depuis des années. Je suis tout à fait d'accord. Et aussi les gens qui essayent de légitimer les faits de corruption dans notre pays, peut-être parce que ça s'est fait ailleurs. Je vais dire que, en fait, le président Aïjo, je me dis qu'il est arrivé, pas que je me dis, il est arrivé au pouvoir grâce à un coup politique où il a fait tomber le régime Bida en démissionnant avec tous les ministres du Nord. Sur cet acte-là, je ne vois pas où est la corruption, proprement dit. Il faut qu'on rappelle ici aux uns aux autres que au Camerounais lambda, que la corruption c'est quoi? C'est le fait d'obtenir quelque chose dont tu ne mérites pas, soit en monnayant, ou alors même que tu mérites, mais en monnayant, je dis tout simple que ça avant d'aller chercher les définitions scientifiques et autres. Donc, et venir légitimer une affaire comme celle-là parce que ça s'est fait ailleurs dans notre pays où nous voulons l'évolution, moi je trouve que c'est pas normal. Et je trouve que bien qu'il soit ancien, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Abel a dit. Bien qu'il soit ancien, ça ne voudrait pas dire ici que... Parce que c'est devenu presque le sport olympique au Cameroun, sous le mystère régime de M. Biya. Bien qu'il soit là avant qu'il n'arrive, aujourd'hui c'est le sport favori du gouvernement Biya, la corruption. Donc, et revenons à ce que vous dites. Vous dites que la situation s'est aggravée. Mais je vous le dis, mais je reviens même aux chiffres de la CONAC, puisqu'il faut en parler. En 2019, la CONAC reçoit 22 422 dénonciations. Donc 18 550 est fait par une ligne verte et 3 872 qui a été par voie administrative et électronique. Et c'était plus concentré dans les villes de Douala et Yaoundé, dans le littoral et le centre. On comprend pourquoi ces deux villes. Parce que c'est à peu près là-bas que les institutions publiques sont concentrées d'ailleurs. Et puis, les secteurs, parce que la CONAC va même plus loin, jusqu'à dénombrer les secteurs les plus corrompus, même au Cameroun, avec des chiffres. Il vous parle des secteurs les plus touchés, qui sont principalement le secteur financier. Vous allez aujourd'hui, qui a reçu 808 appels de dénonciation, vous allez aujourd'hui toucher ce qu'on appelle encore vos paiements au trésor. Ce qu'ils vont vous appeler ça les rétrocommissions. En réalité, c'est ce que nous appelons vulgairement les pots de vin.
les actes de corruption qu'on essaye de légitimer dans ce pays. Vous allez, l'établissement même de la carte du contribuable, on va vous demander de payer des choses que vous ne deviez pas payer. Donc la situation s'est aggravée sous l'ère de Paul Biya. Je vous dis que ça s'est aggravé, ça s'est multiplié. Mais c'est visible, c'est perceptible. Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire toute une émission pour ça? C'est visible. Il y a on en parlait tout à l'heure en offre d'établissement de cartes. Aujourd'hui, pour établir une carte nationale d'identité qui vous coûte en moyenne 4 000 francs, 5 000 francs, vous allez vous retrouver à dépenser, pour celui qui n'a rien dépensé, pratiquement 20 000 francs. N'en parlons plus alors des passeports. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, je parle encore ici de la CONAC, ces préjudices financiers à causer à l'État de Cameroun, ça c'est toujours en 2019, plus de 10 milliards, je vais dire. 10 milliards 300 millions, quelque chose comme ça. Ça, c'est en 2019. Et en 2020 encore, ça, je parle toujours du rapport de la CONAC, ils vous disent en cette fois-ci que le ministère de la Justice est en tête de peloton. Aujourd'hui, l'institution qui est censée promouvoir et s'assurer de l'application de la justice au Cameroun est devenue c'est devenu un comptoir, on a transformé ça en comptoir des marchands pour les magistrats, ou au plus offrant. Dans ces milieux-là, parfois on vous dit qui paye mieux a raison. Donc, on n'a pas besoin de faire tout un mystère pour savoir que la corruption s'est multipliée au Cameroun aujourd'hui. Malgré les efforts de la CONAC, justement, c'est même ça le problème. On a l'impression qu'on a mis une institution pour voir les yeux au Cameroun, pour montrer qu'on a l'intention de lutter. Elle n'est pas efficace. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces... Moi, je vous parle des rapports que la CONAC a publiés. On ne peut pas laisser ça passer. Vous dites qu'on a mis la CONAC pour voiler... Je vais finir. Pour voiler les yeux. Expliquez-vous. Je vous donne. Voilà donc les chiffres de la CONAC. Qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? Qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? Je ne cite pas tous les chiffres, vous aurez l'occasion de citer ce que je n'ai pas cité. Donc, je vous dis, nous on parlait ici de réel avancé. Il faut qu'on se situe. Si l'évolution peut être croissante ou décroissante. Moi, je trouve que la corruption au Cameroun, elle est croissante. Et j'ai l'impression que rien n'est fait pour stopper ça. Et j'ai même l'impression, comme M. Abel le disait tout à l'heure, que ça arrange beaucoup de personnes. Ça les arrange et puis tout le monde vit avec, tout le monde est devenu complice de cela. Au-delà de l'administration publique, ça a engendré même le secteur privé aujourd'hui. Je ne vois pas le secteur où tu iras aujourd'hui et que tu ne trouveras pas la corruption. Donc, puisqu'il faut en parler, en espérant qu'en parlant, ça pourra changer quelque chose, et bien évidemment, il faut qu'on en parle. Teyounou, sur la même question, la situation s'aggrave, plus le temps passe, diriez-vous? Pour être sincère, en ce qui me concerne, personnellement, je suis de la casquette de chercheur dans le domaine environnemental et climatique. Je suis président de l'association économique sans frontières de la planète. Et je ne suis pas dans mon quotidien porté à avoir les indicateurs d'appréciation de l'évolution, de la courbe d'évolution de la corruption. Cependant, j'ai par exemple dans mon équipe un de mes collaborateurs qui est régulièrement absent. Le prétexte peut-être se fondé ou pas, mais il est régulièrement absent. Il n'est pas le seul, ils sont même deux qui justifient leur absence par le fait qu'ils sont au commissariat pour leur cas d'identité. Ouais, qui sont absents, qu'on a même demandé 50 000 s'ils veulent qu'en un seul jour que soit établi. Alors qu'il y a rupture. Donc, oui, il y a rupture. Donc, mais quand on dispose de 50 000, la CNI oui, je vous dis, est établie. Voilà. Elle est établie, mais comment? Puisque récemment, on a même découvert c'était un réseau mafieux par lequel on établit des cartes d'identité. Est-ce que c'est même des cartes d'identité authentiques? Est-ce qu'après avoir découvert le réseau qui établit des cartes d'identité pas officielles, est-ce qu'on a ciblé toutes les séries qui étaient déjà mises en distribution auprès des consommateurs, des usagers? Ça, je ne sais pas, mais je voudrais que nous abordions, et c'est ma façon de voir, ces problèmes dans le sens dont je dis, nous allons faire le diagnostic des problèmes. C'est profond, il faut faire attention. Il faut penser à l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous des petits héritiers, mais de passage. On nous a laissé ce pays. Nous, les aînés, par exemple, on a encore peut-être quelques années, Dieu seul sait. Mais après, nous laissons un pays, un continent entier à ceux qui viennent après nous. Donc, si nous abordons
un sujet comme celui-ci, sans avoir la volonté de toucher du doigt l'abcès où on doit pouvoir faire le traitement de fond, et nous gagnons sur le sujet parce que nous sommes en politique, nous voulons préserver tel, nous voulons nous faire voir par tel, nous faisons tout faux parce que ça nous rattrape. Il ne s'agit pas ici, de mon point de vue, de faire la comparaison par rapport à une époque. Est-ce que la situation actuelle pourrait permettre au Cameroun de construire une société viable, de construire une société, que je dis dans mes ouvrages, écologique, de construire une société durable? Non, parce que les bases sont fausses. On ne peut pas se contenter dans une société comme la nôtre, voir seulement les immeubles qui émergent de partout et considérer qu'on est développé. Non. On ne peut pas non plus, parce qu'on roule dans une très belle voiture, 4x4, on va au village, on a des maîtresses à droite, à gauche, et se dire qu'on est heureux. Non. La plupart du temps, vers la fin de sa vie, quand bien même on a amassé des biens matériels, financiers, entassés, on se demande à quoi a servi la vie. Donc moi, je souhaiterais que le sujet soit abordé dans le sens de savoir, est-ce que la corruption, y compris à ceux-là qui en ont bénéficié, et nous autres qui sommes victimes, je veux dire nous les contribuables, est-ce que c'est la bonne voie pour être heureux ici-bas pendant le petit séjour terrestre? Je dis absolument non. Il faudrait que chacun pose un acte qui soit des actes de noblesse d'âme. Essayez un peu d'énumérer ces différentes formes de corruption. Voilà, les différentes formes de corruption, il faut... Au Cameroun, bien sûr. Oui, mais il y a d'abord le vol. Le vol, c'est une corruption. Je ne sais pas. Est-ce que le détournement, c'en est un, on dira ça, parce qu'il a fallu qu'il construise son réseau quelque part. Mais je dis que le mensonge... Peu importe, mais on ne peut pas, à partir d'une famille, apprécier les biens bassement matériels du papa quand le père n'a pas su inculquer à ses enfants des valeurs fondamentales, des croyances fondamentales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le comportement, l'humilité. Mais si le père n'a pas toute sa vie apprenait seulement la cupidité, le vol, la belle maison, papa, d'où ça vient? Les enfants se posent ces questions. Il se pose cette question: papa, tu as 2 immeubles, 3 immeubles, qu'est-ce que tu as pu faire? Même si l'enfant n'a pas le courage pour la question à papa, il se pose la question intérieurement, que mon père n'est pas sérieux. Chacun sait ici qu'il a eu par son passé, et moi je le sais, à poser des questions en ce qui concerne mon père. Je pose la question: mais mon père a pu faire ça, qu'est-ce qu'il a pu faire dans le temps pour essayer de faire... Merci beaucoup. C'est entendu. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alors, Bertrand Tanchinda, c'est vrai que le souci qui revient tout le temps, l'établissement de la CNI, mais il y a forcément d'autres secteurs d'activité qui sont minés, même si je peux vous permettre de vous prononcer là-dessus en donnant aussi quelques témoignages. J'ai des proches qui me disent, qui souffrent depuis quelque temps, 2 ans, 3 ans sans pièce d'identité, mais une fois que 100 000, 200 000 francs est disponible, on réussit à établir la carte d'identité en 48 heures. C'est grave. Ben, c'est grave, mais je veux dire qu'on a le niveau de corruption lié à la population, entre guillemets aussi qu'on a. Il faut que les Camerounais aient la culture de refuser de corrompre. On ne peut pas venir sur un plateau de télévision
déjà nous dire qu'il faudrait qu'on discute dans ce sens. Monsieur, je ne vois pas la vie comme vous. Je ne comprends pas la corruption comme vous. Je vais vous surprendre. Je le répète, Kayidjo arrive au pouvoir par un acte de corruption grave. Vous l'avez déjà dit. Je le répète. Je vais plus loin. C'est que véritablement, on a comme l'impression que chaque Camerounais aime la corruption à partir du moment où lui, seul, se trouve à profiter de cette corruption. À la limite même, en d'autres termes, chaque Camerounais voudrait qu'on attrape le corrompu de l'autre. Pas son corrompu. Un peu comme chaque famille qui a son voleur. Son voleur ne sort que le soir, il revient le matin avec beaucoup d'argent et ne le dénonce pas. Dans toutes les familles. Ce n'est pas la corruption. Quand le voleur revient le soir et que, comment je vais dire, qu'il rationne dans la famille ne le dénonce pas. C'est pas systématique. Donc il faudrait que les Camerounais rentrent dans la culture de refuser la corruption. Dans la culture, pas, non, dans la culture de refuser parce que les Camerounais, c'est donc des on gens ne peut qui... pas être dans un pays où certes il y a la corruption, qu'on nous comprenne bien, mais à partir du moment où les Camerounais décident de se dresser contre la corruption, effectivement, c'est déjà un pas. Deuxième des choses, il faut être dans une culture de la dénonciation. Aujourd'hui, nous avons des structures où on dénonce. Le cher frère a parlé de la CONAC. Vous avez oublié un chiffre. Vous avez oublié de nous dire que la CONAC de 2011 à 2017 a sauvé 1642 milliards. Pourquoi vous ne le dites pas ça? Vous ne le savez pas? Donc quand on fait un débat comme celui-ci, il ne faut pas le politiser. On viendra, il ne faut pas le politiser. Il faut certes dire que oui, on est dans un pays corrompu. On a eu un titre pas très glorieux, de double champion du monde de la corruption. Mais en même temps, quand on le dit, il faut aussi dire qu'aucun pays au monde n'a eu le niveau d'arrestation que le Cameroun a eu. Aucun pays au monde. Aucun pays au monde. En termes de hauts fonctionnaires, de hauts cadres, et même, comment on va dire, de chefs d'entreprise. Aucun pays au monde. Mais ça va de soi avec je vais plus loin. L'accusation Quand de le base. président l'a fait, on a eu comme l'impression à un moment donné que les Camerounais se sont mis à défendre les corrompus. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était plus une opération de lutte contre la corruption. Ils accusaient en ce moment le président de la République, comment je veux dire, de règlement de compte sur le plan politique. À cause de ces hommes politiques qui veulent vivre de tout, qui veulent se nourrir de tout. Sauf que le monsieur Abdourahmane voudrait plus d'explications sur le cas Idio que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus, on peut faire toute une émission, comment je vais dire, sur l'arrivée du président Idio. Ça peut peut-être aider. Donc voilà madame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le président va créer la CONAC, ben, tout le monde va rigoler. Certes, oui, la CONAC a des lacunes. D'ailleurs, dernièrement, il y a de cela 2 semaines, le président de la CONAC le disait encore à l'Assemblée nationale, qu'il faut peut-être donner un peu plus de moyens et surtout restructurer la CONAC et faire même de la CONAC une institution annexe judiciaire. Donc, la CONAC est dessus, mais en 60 ans de construction de vie étatique, vous n'atteignez pas, comment je vais dire, que la perfection en matière de gestion de la corruption. Parce que les résultats de la CONAC sont là. Si déjà, les chiffres que vous dites, il y a 23 000 cas de dénonciation sur une année, ça veut dire que, effectivement, les Camerounais commencent à refuser la corruption. Si l'année dernière, la CONAC réussit à sauver 34 milliards, en 10 ans, ça je dis le rapport, la CONAC réussit à sauver 1600 milliards en synergie avec le tribunal criminel spécial, avec la chambre judiciaire, avec la NIF, ça veut dire qu'effectivement, les résultats commencent à se trouver, comme l'a dit Mme Koyok. On ne peut donc pas dire que rien n'est fait. On ne peut donc pas accuser véritablement que les fonctionnaires, l'État est particulièrement corrompu, alors que les Camerounais ne veulent pas s'inscrire dans la culture du refus de la corruption. Ce qui fait le plus mal. Et c'est là où véritablement il y a de petites difficultés. C'est ce qu'entre guillemets on peut dire la sous-corruption.
Parce qu'il y a eu aussi une restructuration, même dans, comment je vais dire, le code des marchés publics. Il y a eu des efforts de fait. Mais cette petite corruption-là, où au commissariat, dans un guichet de banque, dans un lycée, mais ça gangrène et ça perturbe la vie. Et c'est ça, et c'est surtout cette corruption-là que les Camerounais, eux, ont la possibilité en quelque sorte de refuser. Je chute. Non. Quand vous avez votre fils... Vous n'êtes pas d'accord, Théoumnou, apparemment? Non, pas du tout. Quand On vous avez votre... ne peut pas aborder un problème sociologique de cet angle-là. Qu'est-ce que vous voulez que la population fasse? Monsieur, attendez, non, je finis mon tour de donner la parole. Il m'a demandé de faire une parenthèse. Quand vous avez votre fils qui a 4 de moyenne, c'est le gouvernement qui vous demande de l'amener dans un lycée et de donner 100 000 au proviseur pour qu'on le prenne? Qui doit jouer le rôle? Quand la condition d'admission de votre enfant dans une école... C'est le gouvernement qui doit le faire. Vous allez garder votre enfant à la maison. Vous voyez donc effectivement que, comme je le disais, les Camerounais, en quelque sorte, encouragent certains types de corruption, veulent pas cesser un certain type de pratique. La faute ne revient pas au gouvernement. Non, la faute revient en quelque sorte au gouvernement qui a tous les moyens d'ordre juridique, même législatif, de lutter contre la corruption. Il y a des failles, il y a des lacunes, il y a même des échecs, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais en même temps, dans un pays, il y a des gouvernants, et il y a ce qu'on va le gouvernement, et il y a les gouvernés. C'est-à-dire qu'une action gouvernementale ne réussit que quand les gouvernés adhèrent véritablement à l'action gouvernementale. À partir du moment où l'action gouvernementale est de dire que ne faut pas de corruption, le président de la République arrive au pouvoir avec rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation, c'est le prototype. C'est même l'antidote de la corruption. Très bien, 4 minutes c'est bon. Alors, vous voulez réagir? Avant de passer la parole au professeur, vous dites que vous inscrivez en faux. Rapidement, je vous accorde 45 secondes. Parce que M. Tetinda inscrit le problème en oubliant une donnée fondamentale. On a affaire à un public, à un peuple. On a affaire à un comportement sociologique de l'homme. Chacun, là où il se trouve, voudrait tirer un peu son épingle pour sa survie. Ce n'est pas le petit individu du quartier de Nouvelle, de n'importe quel quartier de la République qui va changer la donne. Donc parce que vous voulez sauver votre survie, vous êtes obligé de devenir un petit corrompu. Non, monsieur, mais je ne vous ai pas interrompu, soyez gentil. Non, parce que je suis aussi d'accord avec vous. Vous aviez dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais vous avez parlé longuement, j'ai été gentil de vous entendre parler, monsieur. Je dis que quand vous appréciez le comportement sociologique de l'homme, c'est l'État qui doit mettre des mesures rigoureuses en place pour cadrer le comportement. Ce n'est pas un individu isolé. L'individu en tant que tel est bête. La masse est bête, c'est connu comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que la masse fasse par rapport à un fléau qui gangrène tout un pays comme la corruption? Donc il faut absolument tenir compte de cet aspect-là. Ce qu'on appelle le changement de paradigme, c'est le changement de comportement qui se fait de manière incrémentale. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Cameroun décide, les autorités décident de mettre en place une culture de changement, une culture de lutte contre la corruption, ça peut même passer par les écoles pour que le comportement aille progressivement. Mais ne demandez pas au peuple perdu dans son coin qui ne cherche que des éléments de survie, qui a un élément de... Mais monsieur, soyez gentil. Soyez gentil. Vous ne pouvez pas accuser injustement les victimes de la corruption qui cherchent le moyen de survie. C'est comme ça que ça se passe, monsieur Tatédé. Monsieur, je suis désolé. Que vous qui avez l'impression que vous avez un certain bagage intellectuel pour apprécier le problème sur un angle global, systémique, vous vous accrochez sur un aspect et vous prenez la victime pour être la personne qui est la cause même de la corruption. Je dis non. Quand un papa va se demander une inscription dans une école et on lui refuse l'inscription, mais il est obligé de payer le prix qu'il faut pour que son enfant ne reste pas à la maison. Vous voulez qu'il fasse quoi pour changer la donne? Il ne peut rien faire. Il paye le prix qu'il faut avec un enfant qui n'a pas le niveau et qui a été... Non, on n'a pas parlé de ça. On parle... C'est l'exemple que j'ai pris, moi. Oui, mais attention. L'école est une organisation. L'école a mis des normes en place. Si l'école est prête à accepter n'importe quoi par rapport à un papa qui ne sait pas écrire son nom... Qui sont ceux qui vont donner l'argent à des proviseurs pour faire rentrer des enfants? Qui sont ceux qui vont acheter les places? Qui sont ceux qui vont acheter les faux bulletins? Évitons de limiter. Non, il faut être sérieux. Moi, quand on prend un discours comme celui-ci, il faut tenir en même temps un discours de vérité vis-à-vis des lacunes du gouvernement, mais un discours de responsabilité vis-à-vis de nous, Camerounais, qui attisons et qui nourrissons cette corruption au quotidien. Alors, vous condamnez qui alors, au fait? Vous condamnez qui? Mais je condamne une bonne partie les Camerounais. Non, monsieur.
beaucoup. Non, monsieur. Mais vous ne pouvez pas accuser les Camerounais parce que les Camerounais ne sont pas dans une école, ils n'ont pas une autorité, ils n'ont pas une armée, ils n'ont pas des lois, ils n'ont rien du tout pour se défendre. Les Camerounais peuvent compter sur les autorités pour mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Sinon, quand on dit péché en nous trouve, chacun essaie de tirer. Quand un camion de brasserie tombe quelque part, chacun essaie de prendre sa part de bière pour se retirer chez lui. Mais monsieur, vous voulez dédouaner et les familles qui auraient pu dire, vous aurez pu dire, monsieur, dans une logique, dire qu'une famille se construit avec des valeurs. Voler pour construire une belle maison qu'on va laisser demain à ses enfants, ce n'est pas de la valeur. Vous aurez pu dire ça, et ça on peut maîtriser. Vous aurez pu dire qu'un enfant à l'école, tant qu'il n'a pas bien travaillé, il ne faut pas qu'il triche ça. Ça, une famille peut comprendre ça. Mais demandez que vous condamnez les Camerounais parce que la corruption existe, ils n'ont pas pu trouver de solution. Je suis deuxième, monsieur Tadé, malgré tout le respect que j'ai pour vous, parce que je vous apprécie souvent, ce n'est pas la bonne démarche. La démarche consiste à poser le problème, à savoir qui a les lois, qui peut faire appliquer les lois. Et justement, tu parlais de la CONAC qui est intervenue récemment à l'Assemblée nationale et qui a même évoqué l'article 66. Cet article date de combien d'années? Pour vous, les hommes politiques et tout ça, ça dépasse une vingtaine d'années. Et si cet article 66 était simplement appliqué, comme on le souhaite vivement aujourd'hui, certainement qu'il y aurait eu un léger changement. Mais cet article est resté comme ça. Mais M. Tatidem, touchez du doigt le vrai problème qui devrait aider les générations qui viennent après nous, après vous, les plus jeunes. Et le vrai problème, c'est cette histoire de corruption qui gangrène notre société. Et si on ne touche pas du doigt pour trouver des raisons, je suis venu avec cet ouvrage qui porte sur l'environnement. L'environnement est aujourd'hui gangréné. C'est-à-dire quand vous trouvez... Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théoumou. Je vais passer... Merci infiniment. Vous avez eu 4 minutes. C'était juste une parenthèse. Des dizaines, des centaines d'années. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On va passer la parole tout de suite au professeur Nkoyok Jacqueline. Les incidences politiques et économiques sont nombreuses. En parlant toujours de corruption, c'est un fléau qui bloque, qui freine mieux le développement de notre pays. Oui, je l'ai dit tantôt, pour comprendre le phénomène de corruption au Cameroun, il ne faut pas seulement le percevoir au niveau de sa réalité sociale. La corruption, c'est un système. Mais ceux qui font même, il n'y a pas de corrupteurs sans corrompus. Donc, je me dis, dans cette lutte contre la corruption, ce n'est pas simplement un décret du président de la République. Il faut une éducation des peuples. Parce que quand les gens sont éduqués, s'ils savent que je n'ai pas à aller donner 100 000 pour inscrire mon enfant à l'école, c'est un problème éducatif, c'est un processus. Bon, mais il n'y aura pas un décret du président pour dire ne va pas donner 100 000 à un proviseur, alors que le parent est dans le besoin. Moi, je voulais dire simplement que les problèmes de corruption, la petite corruption, c'est-à-dire celle dont on parle avec, on a soudoyé tel, ainsi de suite, ce type de corruption est tributaire de l'environnement. Professeur, mais est-ce que les gens aperçoivent, permettez toujours avec vous, est-ce que le contexte ne motive pas certains Camerounais à s'y lancer? Je prends l'exemple d'un jeune Camerounais qui est nanti d'un doctorat, qui est à la recherche d'un boulot depuis plusieurs années, et puis une occasion d'achat d'un concours à hauteur de 1 million ou 2 millions ou même 200 000 francs se présente. Il faut bien qu'il sorte de la disette. C'est justement ce que j'ai dit. Il y a un environnement qui suscite la petite corruption. Parce que quand les gens vivent dans un milieu où il faut absolument monnayer pour avoir un service public, en ce moment-là, les gens se lancent dans la petite corruption. Mais maintenant, et la grande corruption, celle-là qui dépouille dans le Cameroun de tout, c'est celle-là qui est passée, qui à travers les gros marchés, à travers les surfacturations, à travers tout ce que vous voulez, en termes de milliards, en termes de falsification de ceci, ça c'est la grande corruption. Mais moi je me dis, la réponse du peuple à la grande corruption, pour rendre cette corruption même systémique. Parce que quand elle touche à tous les niveaux, là où tout s'achète, on appelle cela la vénalité, tout s'achète aujourd'hui, ça veut donc dire qu'un décret du président de la République ne peut plus changer la donne. Il est question
d'éduquer, de former. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse a tout un programme d'éducation physique. Et je me dis que ce programme ne devrait pas rester au niveau informel. Il faut qu'au niveau formel, au niveau scolaire, qu'on apprenne aux enfants à respecter le bien public. Et puis maintenant, ceux qui pratiquent la grosse corruption, parce que je peux vous dire, elle est tellement puissante que ce n'est pas simplement un décret qui peut l'arrêter. Il faut être susceptible de démasquer, d'abord savoir par quels moyens les gens détournent de grosses ressources d'argent, par quels moyens ils s'enrichissent d'une façon illicite. Bon, et en ce moment-là, on peut donc trouver à la racine comment le démanteler. Parce qu'actuellement, ce que nous vivons au Cameroun, la corruption, malgré les efforts du président, est devenue systémique. À tous les niveaux, nous trouvons des gens qui ne vivent que de la corruption. Et celui qui ne le fait même pas est perçu comme celui qui n'est pas intelligent. Voilà. Donc ça est devenu le moyen d'intelligence. Moi je me dis, il y a d'un côté l'éducation, d'abord mettre tout le monde au niveau de compréhension. Tout n'est pas corruption, il y a la fraude. Lui disait tantôt, on avait débarqué Mbida, c'était la fraude électorale, c'est les Français qui avaient fait frauder l'élection. Parce que quand vous apprenez aux gens à frauder, et puis ça devient aussi sémantique. Voilà. Bon, mais maintenant, en dehors de ça, il y a quand même il est très difficile aujourd'hui de percevoir qui fraude et qui n'a pas fraudé. Ce n'est pas tous ceux qui sont riches aujourd'hui qui sont corrompus. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui font le blanchiment d'argent. Il y a les gens qui fabriquent de la fausse monnaie. Et ils deviennent riches parce qu'ils ont de la fausse monnaie. Il y a les gens qui font de la collusion. Hein? Je te prête non. Je veux faire comme si tu postulais à un poste, comme si tu voulais gagner un marché, alors que c'est la même personne qui fait l'appel d'offres, qui crée sa structure de l'autre côté. Donc je vous dis, quand ça devient à ce niveau-là, c'est difficile de débusquer qui est corrupteur et qui est corrompu. Donc il a dit, la CONAC a reçu combien de milliers de dénonciations. Tout ça n'est pas corruption. Il y a des moments où les gens font de la fraude. Les gens blanchissent l'argent, les gens fabriquent même le faux argent. Mais il faut donc distinguer. Donc tout cela, c'est des fléaux. C'est des fléaux au niveau de la société. Avec la corruption, c'est que quand on a réussi à saisir donc ces gens qui font cette fraude-là, voilà. Comment on fait, puisque nous avons un système judiciaire qui doit s'occuper d'eux. Voilà. Sauf que ce système judiciaire est corrompu. Voilà. C'est ça le problème. Donc la corruption va toujours revenir au galop. Donc on ne peut pas dire, oui, on va accuser d'autres fléaux, mais ce problème de corruption est fondamental, qui empêche, qui freine le développement, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit éducatif. Je dis, à tous les niveaux, ce problème de corruption nous empêche de Moi, je pourrais dire, il a dit tantôt que la CONAC a fait reverser des milliards. Mais je pense que si au niveau de cet État du Cameroun, on demande à ceux qui ont détourné, parce que tout ça n'est pas corruption, tous ceux qui ont détourné, qui ont investi, que l'État récupère le fruit de tout ce qui... Au moins, ça va, le Camerounais lambda saura qu'on a restitué l'argent détourné ou bien l'argent de la corruption. C'est ça qui nous intéresse. Bon, maintenant, les autres aspects, quelqu'un peut mettre 100 ans en prison. Comme il disait tantôt, il attend sortir un jour pour... Alors, Abel Elimbilobé, est-ce que vous partagez l'avis de certaines personnes qui disent que la corruption est dans l'ADN des Camerounais? On prend l'exemple aussi du Bas-Peuple, par exemple l'Abayam Selam qui veut inscrire son fils dans un lycée, malgré le fait même que ce dernier ait réussi son concours. On demande 50 000 francs. Il y a des places qu'on vend aujourd'hui dans les lycées, permettez l'expression, à 50 000. Bon, que votre fils ait le profil ou pas, 50 000, il décroche une place dans un lycée. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond à faire? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la joute que nous avons eue tout à l'heure. Le sentiment qu'elle m'a donné est que
les gens ne voient pas le problème dans toute sa complexité. Et il se trouve des exutoires simplistes. Vous savez, cette manière de croire que quand quelque chose se fait et que ce n'est pas bien, c'est simple de dire que c'est parce qu'on gouverne mal. C'est très simple de voir les choses comme ça. Certaines choses ne peuvent pas être vues sous le simple prisme de la bataille gouvernant-opposant. C'est ça. Il y a des choses, il y a des problèmes de société qui dépassent ce clivage-là. C'est-à-dire que même si on enlève celui qui est au pouvoir, on vous met, L'autre, c'est ça. on n'a pas de Est-ce que c'est là le débat? S'il vous plaît. Bien sûr. C'est vous qui sont... S'il vous plaît, je croyais que je vous ai écouté sagement. Si vous aviez dit des choses qui devaient m'empêcher de prendre la parole, je ne l'aurais pas Vous pris. trouvez que ce n'est pas le débat? On va permettre qu'il poursuive. Quand vous estimez que c'est les dirigeants, le peuple n'a pas ci, le peuple n'a pas ça, c'est comme si c'est au moment où vous prenez la parole, ou que vous faites vos analyses, où vous étudiez le phénomène que la société commence. Mais la société corrompue que vous découvrez à un moment donné de votre existence, c'est une société qui a déjà eu des éducateurs, des maîtres, on a enseigné. Cet enseignement est parti où? Pourquoi ça n'a pas produit l'homme qu'on attend? Donc vous voyez, c'est simple, c'est-à-dire que si vous voyez les choses sous le prisme de il faut éduquer, vous allez dire qui éduque? Vous arriverez au gouvernement, mais ce n'est pas seulement le gouvernement qui éduque. Tout le monde, la famille. Considérer le processus éducationnel dans un pays comme la mission du gouvernement, c'est une vision très réductrice des choses. L'Église éduque. Les cercles, les milieux sociaux de diverses manières éduquent. Donc, ce n'est pas un problème simple. J'ai gardé à ceux qui nous écoutent pour montrer comment les choses échappent à cette vision très simpliste qui vise simplement à dire c'est le gouvernement qui est là, qui est mauvais, qui ne gouverne pas bien. Si on l'enlève, terminé, la corruption va disparaître. Ce n'est pas vrai. Elle est parfois inscrite dans le type de valeur qu'on se donne par les processus éducatifs et sociaux. Et ça échappe complètement au clivage politique. Quelles sont les valeurs qui ont cours à un moment donné dans une société? C'est ça la question. La Bible nous dit ceci, et je vous ai gardé ce morceau choisi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Paul parle aux chrétiens. Il leur dit, ceux qui sont bien décidés à être riches. Vous voyez comment ça commence? Ici, nous ne sommes pas dans la responsabilité du dirigeant. Nous sommes dans la responsabilité de l'individu. Ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la destruction et la ruine. Car l'amour de l'argent, il n'y a pas le gouvernement là-dedans. Il y a vous-même, votre propre conscience, votre détermination à l'élévation de votre esprit. La racine de tous les mots. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises. Et en aspirant à cet amour, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés partout de bien de douleur. Donc il y a l'individu, il y a le cadre social. Quand vous décidez que vous devez entrer dans une grande école comme l'ENAM, personne ne vous dit, monsieur, pour entrer ici, donner de l'argent. Personne ne vous le dit. Est-ce que les réalités ne sont pas tout autres? Je suis en train de décrire ces réalités. Monsieur Abel, à vous écouter... Vous ne pouvez pas souffrir parce que votre problème c'est PCR contre RDPC. Ça fait peur. Laissez-moi Il y a des Camerounais qui souffrent quand même par là. Je vous ai écouté,
Il faut être parce que votre vision est très puérile de nos problèmes. Parce qu'il faut faire le système ministre. Quand vous partez de chez vous, Monsieur Abel, selon vous. quand vous partez de chez vous, parce que quand on dit la dualité corrompu-corrupteur, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une responsabilité univoque. Quand vous décidez que je vais avoir un marché et que vous déposez votre dossier, c'est aussi vous-même qui partez de chez vous à l'effet de venir créer chez le décideur une certaine contrainte. Le décideur peut refuser. Hein. Oui, le décideur peut refuser. Mais est-ce que ça change le fait que vous êtes parti de chez vous avec la décision d'aller le corrompre? Mais ce n'est même pas le décideur peut s'il refuser. ne corrompt pas, S'il vous plaît. On vous a donné la parole, vous avez parlé. Il paraît que c'est quand je parle que vous avez envie de parler. Moi, je peux mais moi, je vous ai écouté. Et je vous lis ça toute la soirée et puis on passe. Je vous ai écouté. Il est inadmissible qu'on vienne sur le sujet aussi. Vous ne pouvez pas admettre. Je peux venir avec mon courage. Vous ne pouvez pas admettre. Si vous avez une ressource qui se trouve dans le Coran, personne ne vous empêche de l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, c'est que c'est vous-même qui avez des problèmes. Tout ce que nous disons. Je reviens à l'essentiel. C'est le fondement de tout. Je reviens à l'essentiel. Quand vous décidez de ne pas vous soumettre à une réglementation, ce n'est pas celui qui doit veiller qui est le responsable. Parce que dans votre discours, il y a la liberté que moi j'ai de vouloir être mauvais, de vouloir fausser les règles, et la responsabilité du fonctionnaire ou du décideur à veiller que je respecte la règle. Il y a la sanction. Mais c'est là où le débat... Il y a la sanction. C'est là où le débat... Mais que vous n'avez pas du tout... Vous n'avez rien changé. Non, il y a les lois et règlements, il y a les sanctions. Monsieur, il y a les lois et règlements, il y a les sanctions. Monsieur, même dans la... Pourquoi on dit que la justice est corrompue? C'est elle qui est chargée de faire appliquer les lois. Mais monsieur, vous m'étonnez. J'ai l'impression... Je n'ai pas parlé de liberté. Jusqu'à la sanction, il y a des gens en prison. Dans votre débat, il y a un camp qui est celui des corrompus. Et c'est tout. Vous n'avez rien compris du débat. Vous n'avez rien compris du débat. C'est vous qui le comprenez. Vous méditiez on est en train de vous dire que le phénomène n'est pas bipolaire. Tout à fait. Il n'est pas... Il y a un camp. C'est les corrompus là-bas. Et c'est parce qu'eux, ils sont là que nous, on est corrupteurs. Et toi, tu voulais légitimer, quand j'importe la corruption avec des textes bibliques, c'est obsolète, ça, les textes bibliques, ça vaut rien. Je peux prendre même votre livre, sauf que votre livre n'a rien de bon pour moi. Je dis maintenant que tu n'as jamais lu. Que tu n'as jamais lu. Je dis, mais moi, je lis ici. Pourquoi ça t'énerve que je lise ici? Alors que toi, tu as ça chez toi. Allez-y, chutez. Je dis que quand vous décidez d'importer votre marchandise, vous savez qu'est-ce qu'elle va vous coûter en termes de dédouanement? Tout à fait. Quand vous faites vos recettes dans votre entreprise, vous savez qu'est-ce que ça peut vous coûter en termes de quote-part que vous devez reverser à l'État. Quand vous décidez de dissimuler vos ressources financières, vous ne les déclarez pas. Ce n'est pas dans le fait de ne pas déclarer. Ce n'est pas ce n'est pas l'argent public qui est en cause. C'est vous et votre moralité et la corruption au sens où Bertrand voulait l'évoquer. C'est-à-dire, la corruption, c'est pas simplement je vous donne 100 000, vous recrutez mon enfant. La corruption, c'est aussi dans le fait de perdre l'exigence morale qui permet au commencement des actions d'être en situation de déviance ou bien de rectitude. Très bien. Quand vous décidez que vous allez faire entrer un produit prohibé, par exemple, vous avez des marchandises qui sont déjà avariées, vous décidez de les mettre quand même sur le marché. Elles sont avariées. Vous êtes en situation de corruption au sens général du terme. Mais ça,
vous attendez d'abord que ce soit le douanier ou le policier qui vous arrête. C'est entendu. Alors que vous-même, vous avez décidé de fausser. On va passer la parole à Moussa Abdouraban. Oui, vous semblez ne pas être d'accord sur certains points, rapidement. Finalement, non. Vous avez... Allez-y, mettez-le à votre profit. Hein. Je vais le rappeler. Monsieur Abel Nimba a eu droit à 4 minutes. Il meuble son temps. Si je vous accorde 4 minutes et vous parlez en 1 minute, après, n'allez pas empiéter sur le temps de parole de notre panéliste. D'accord, j'en viens. Madame Peigné. Allez-y. Tout à l'heure, M. Tatinda nous évoquait le fait qu'il y a tellement... Au fait, le Cameroun, c'est le pays qui a le plus arrêté des gens pour cette cause-là de corruption et mettre en prison. Le problème n'est pas d'arrêter les gens, c'est pour quel impact. Puisque si on arrête des gens, on veut que ça tire, c'est pour tirer des leçons. Ou alors on veut que d'autres apprennent de ce qui vient d'être fait. On a arrêté des gens, on a fait remplacer par d'autres. Mais ça n'a pas empêché que lors de la CAN, il y a eu des malversations financières et de la corruption. Tout récemment, nous sommes dans un... C'est pas de la faute de celui qui fait janvier. arrêter. Tout récemment, il y a un problème de Covid au Cameroun, où on a estimé que les fonds alloués pour les Covid ont été mal gérés. C'est un problème de corruption. À qui la faute, sans clair? Mais à qui la faute? Qui gère ce pays? Est-ce que c'est pas à qui la faute, donc? Je vous dis, la faute au président Paul Biya. je ne prends pas deux positions. La faute est à ceux qui nous gouvernent. Pourquoi je vais m'expliquer? Dans quel sens? Vous ne pouvez pas dire, je prends l'exemple banal, madame. Oui. Madame Peigné a dit tout à l'heure qu'il y a des gens, son enfant réussit au concours d'entrer en 6e. Mais il faut que la personne aille donner 50 000 avant qu'on prenne l'enfant qui mérite d'être en 6e. Mais sauf que elle peut décider de ne pas donner ces 50 000. Elle peut décider d'aller se plaindre. Mais quand elle va aller se plaindre, c'est quoi le résultat? On intègre son enfant. Si l'enfant a passé le concours, quel apport le justificatif que l'enfant a passé? Est-ce qu'il y aura un changement? C'était ça le problème. Là, vraiment, on est vraiment en désaccord. Soit l'enfant ne peut pas avoir un justificatif qu'il a passé. Couper clairement de la réalité. Moi, je ne veux pas... Bon, on peut continuer. Moi, je vous dis simplement que il y a la réalité des choses. Ce que nous disons ici et ce que nous vivons sur le terrain, c'est deux choses différentes. Je vous dis que des gens aujourd'hui, ce que j'appelle encore les faibles, aujourd'hui se retrouvent parfois à corrompre, pas parce qu'ils veulent corrompre, parce qu'ils sont contraints à corrompre. Ils savent que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas avoir ça. Et ils ne peuvent aller se plaindre nulle part. Parce que nous tous ici, nous avons tous reconnu que nous avons un système judiciaire corrompu. Pourtant, ce système judiciaire était... Nous n'avons pas reconnu ici qu'on a un système judiciaire corrompu, monsieur. C'est l'institution. C'est l'institution. Pas tout le monde le système judiciaire camerounais. Donc, et puis quand je finis de dire ça, monsieur Abel a cette facilité à vouloir penser que tout ce que nous disons, c'est parce qu'on veut politiser, on veut opposer. Mais très curieusement, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui M. Abel peut voir ça de nous. Mais c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait pendant 20 ans. Il y a des jeunes comme nous qui, à un certain moment de la vie, nous avons pris pour modèle. Compte tenu. Aujourd'hui, vous ne prenez pas attendez, j'en viens, je vais finir. Allez-y. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de demander à M. Abel qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'une fois même, je l'ai suivi sur une télé concurrente à la vôtre, où il demandait à un citoyen très grand cadre du RDPC, qui, il y a de cela beaucoup de temps, disait que le président Biya était l'incarnation de la mauvaise gouvernance, et que plus tard, il avait changé de parole, et que lui demandait à ce monsieur... C'est quoi le lien avec la corruption? J'en viens, je vais arriver. Le lien n'est pas... Il a dit tellement de choses qu'il faut rapidement rectifier, en parlant du PCN opposé au RDPC sur toutes sortes de choses. Et carrément, à cette histoire de Bible que M. Abel nous ramène chaque fois sur les plateaux de télé, que je disais également que je... Donc vous ne comprenez plus ses positions? J'ai dit, je n'arrive plus à le... On n'arrive plus à le cerner, je ne suis pas le seul. Hein? M. Abel, il y a déjà un moment, il venait pas seulement avec la Bible. Si vous avez fait le constat comme moi, M. Abel venait avec deux documents. C'était la Bible et les statistiques. Mais sauf qu'à un certain moment, quand lui-même, il n'a pas pu avoir ce que... Il est en train de... Mais parle pas de la vie de M. Abel, parlons de la corruption. Comme lui, il est parti tester, c'est également, ça l'a dépassé, il a eu c'est 1%. Il ne peut plus ramener les statistiques sur les plateaux télé. C'est que non, s'il ramène les statistiques, ça va jouer contre lui. Là, la Bible, quand même, ça sera acceptable par tout le monde. Mais je dis bien, on ne peut pas nier ici que la corruption au Cameroun est réelle.
ce que vous appelez la petite corruption, que c'est ça qui mine. La grosse corruption, c'est que vous parlez de surfacturation. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ce qui est bien, c'est que tout le monde arrive à reconnaître qu'il y a cette corruption. Mais le président lutte férocement contre cette corruption. Vous avez parlé des arrestations. Et qu'est-ce qui suit après les arrestations? Est-ce que ceux qu'on remplace par ceux qu'on a arrêtés ne font pas la même chose? On les remplace. Mais quand on arrête un ministre, il y a un autre ministre. Je vous ai parlé de la CAN. Je vous ai parlé de la CAN, madame. Un ami de est-ce qu'après le professeur Mendoza qui était à la CIATV, on a arrêté? Est-ce que Mahamadou Vamouké qui l'a suivi à la CIATV n'est pas toujours en prison? Mais qu'est-ce que vous reprochez? Justement, c'est pour dire que le problème n'est pas d'arrêter les gens. Vous avez parlé d'éducation. Qui doit éduquer les autres? Le gouvernement doit jouer le rôle de régularisation. Parce que c'est reconnu de tous. Tout le monde a l'amour pour l'argent. Mais il faut quelqu'un pour régulariser tout ça. Pour vous dire que non, vous ne pouvez pas aller jusqu'à là. Et c'est le système, c'est ce qu'on appelle un manager doit avoir cette qualité de contrôle. Est-ce qu'ils sont assez contrôlés? Parce que madame, j'aime prendre cet exemple. Si vous envoyez un enfant aller vous acheter une bouteille de gaz, vous lui donnez 10 000 francs, le gaz coûte 6 500 francs. Il n'a même pas l'intention de ne pas remettre la monnaie. S'il part, il revient, il n'a même pas trouvé le gaz. Peut-être le gaz était fini, il revient, vous ne lui demandez pas s'il a trouvé ou pas. Demain, il répète, il constate que maman ne me demande pas depuis 3 jours si j'ai acheté ou pas. Il bouffe cet argent, on ne lui a jamais demandé. Qu'est-ce qui va l'encourager d'être sérieux? Il va faire ça demain, il va faire ça après-demain. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on veut parfois s'obstiner, comme si on se mettait du côté des gens, des corrompus, quand peut-être le président Bialé met en prison. C'est parce que nous ne ressentons pas l'impact de ces arrestations. Si à un seul instant, quand il arrêtait des gens, on ressentait que non, cette arrestation a eu des faits et que plus tard, on a pu voir des gens se jouer aux mêmes pratiques. En ce moment-là, on devait être satisfait. Mais si on ne voit pas d'impact, comment voulez-vous que nous acceptons cette méthode de lutte contre la corruption? C'est ça qui il faut qu'il soit applaudi. Oui. Vous aviez reconnu tout à l'heure que le niveau de corruption au Cameroun ne favorise pas l'éclosion de notre économie de façon claire. À qui revient la faute? La corruption, comme tous les autres mots autour de la corruption, pour moi, c'est une bombe qui détruit notre pays. C'est une bombe. C'est une bombe dont les conséquences se répercutent sur nous aujourd'hui, notre train de vie, parce que les impôts, l'argent de l'État, c'est avec ça qu'on fait de bonnes routes, c'est avec ça qu'on construit de belles écoles, c'est avec ça qu'on forme de bons élèves, de bons professeurs, c'est avec ça qu'on motive les professeurs pour qu'ils ramènent les connaissances. Et en passant, je suis reconnaissant de l'intervention de madame le professeur, parce qu'elle est allée dans un sens qui devait enrichir ces étudiants qui la regardent parler. Ne soyons pas ici, et je m'adresse à mes autres Donc vous allez prendre votre temps de parole maintenant, pour répondre aux copanélistes. Après, vous allez réclamer un autre temps de parole. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Alors, votre question, c'est de savoir si on a progressé ou on n'a pas progressé. Qui est responsable de la corruption? C'est très simple. Mais c'est les institutions d'abord, les parents après. Les institutions d'abord, parce que les institutions ont la charge de mettre en place des processus organisationnels de contrôle avec les indicateurs d'échec ou de progrès dans la recherche de solutions, avec l'implication des populations de base. Mais c'est le chef d'orchestre, c'est d'abord les institutions décentralisées au niveau même des communes, c'est encore ça les institutions. Les institutions qui donnent des directives, quand on parle aujourd'hui de l'éthique dans les entreprises, de l'éthique environnementale, c'est encore les institutions qui font des lois, c'est encore les institutions qui les font appliquer, c'est encore les institutions qui ont des gendarmes à côté qui vont cibler telle personne dont on a eu le soupçon d'avoir posé tel acte indélicat. Non, il n'y a pas que les institutions. Les institutions, encore, c'est les institutions qui introduisent dans le programme, et maintenant le professeur l'a reconnu, un processus de changement de comportement, de changement de paradigme. Institutions d'abord, les parents, la famille après. Mais en même temps, pourquoi pas? Ça dit que si dans un programme... Donc responsabilité partagée. Oui, non, je ne peux pas dire partagée parce qu'au départ, il faut reconnaître que la masse est bête. Aujourd'hui, on va parler des parents et tout, mais c'est encore les institutions qui donnent des indications pour orienter les parents. Moi, quand j'ai préparé cette émission, j'ai dit il faudrait à un moment donné, comme processus incrémental à mettre en place pour réduire le niveau de corruption,
même donner des émissions comme celle-ci, elle est multipliée plusieurs fois, mais aller dans un sens constructif pour notre pays, pas politiser à chaque fois quand on est ici. Et ça tu le sais très bien, je ne suis pas d'un parti politique, je suis de la société civile. En tant que fondateur d'une organisation de lutte contre le réchauffement climatique et la planète, mon rôle c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire de façon certaine, sans incriminer le régime. Je suis d'accord avec M. Elibi qu'on ne peut pas, parce qu'on a changé le régime, réduit de façon magique la corruption, mais simplement on peut mettre des mesures plus rigoureuses et à application efficace. Parce que si l'indicateur d'efficacité n'a pas de résultat, mais ça ne vaut pas la peine, on change la donne, on change l'efficacité, on change l'indicateur d'appréciation. Mais il se trouve que dans le cas de notre pays, la corruption a atteint un niveau qui gangrène pratiquement tous les domaines de notre société. Et c'est le mal profond. C'est-à-dire, quand on parle, vous parliez, monsieur, parlez de Malaisie, je peux parler d'autres pays. On peut parler de n'importe quel pays, mais un pays ne peut pas se construire sur la base des données fragiles, sur la base du bien bassement matériel ou bassement financier. Un pays, je répète, et ça devrait convenir même à mon frère, jeune frère, monsieur Tatinda, qu'on ne peut pas construire une famille, on ne peut pas construire une nation sur la base de biens matériels. La corruption, la finalité de la corruption, ça finit dans un immeuble, ça finit dans un compte en banque, ça finit dans une voiture, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas que je me répète. Mais simplement, il faut à un moment donné que les Camerounais prennent conscience que le mal est profond. Et madame le professeur l'a très bien dit. Le mal est profond, mais c'est nous les Camerounais qui devons avoir le courage de regarder le problème en face. Pas faire la politique de l'autruche. Ça ne sert à rien. La politique de l'autruche va augmenter l'ampleur des problèmes. Et je disais, ça deviendra une bombe socio-économique à retardement, une bombe environnementale à retardement. Et si nous avons le courage aujourd'hui de commencer à chercher des solutions durables, peut-être avec la réforme dans le système éducatif et culturel, un jour le changement interviendra de façon satisfaisante. Mais si dans tous les cas, nous masquons les problèmes, parce qu'on ne voudrait pas être tel, parce que tel est du pouvoir, tel n'est pas, non. Si on continue à travailler comme ça, et je m'adresse même à mes amis du RPC, quand madame parle, elle ne parle pas pour faire plaisir aux gens du RPC. Très bien, c'est elle parle pour construire son pays. Toujours avec vous, Théounou, si je comprends. Oui. En d'autres termes, si je veux faire signer un dossier à Bonanjo, il faut Tchoko, 1000 francs, 5000. Ouais. Si je veux réussir en concours, ouais, il faut débourser la somme de 500 000 francs. La faute revient au gouvernement. En 2 mots. La faute revient au gouvernement, pas parce que le gouvernement n'est pas gendarme derrière la personne. Parce que les mesures prises de façon rigoureuse n'ont pas été prises depuis le sommet par rapport aux grands bandits. Et les petits bandits profitent des lacunes pour persister. Mais si chacun à son niveau sait que les sanctions sont rigoureuses, que l'article 66 de la Constitution a été appliqué, au moment où vous entrez en fonction, au moment où on met fin à votre fonction, vous déclarez vos biens, mais quand même, il y aurait un changement. Et le changement commencerait par le sommet pour atteindre la base, parce que chacun a peur du gendarme. Très bien. La notion d'avoir peur du gendarme n'est pas une invention de Théounou. Je ne fais pas mes recherches pour m'appesantir là-dessus. Mais ce qui me fait le plus mal... Non, tout à l'heure, s'il vous plaît, voilà. Le monsieur Abel Inimilobert, on vous accorde 1 minute avant de passer la parole à Bertrand Tachinda qui va se prononcer, il aura ses 4 minutes. Vous souhaitez réagir rapidement sur ce qu'a dit... Que je regrette beaucoup de me retrouver souvent à discuter avec une certaine catégorie de personnes. Vous êtes choqué de voir la légèreté avec laquelle les gens s'expriment, y compris en parlant des gens dont ils n'ont aucune connaissance. Pour dire l'essentiel, on fait comme si la corruption, c'est la fonction publique. Et si l'article 66, ça concerne les gestionnaires de la fortune publique, mais la fortune privée, quand vous êtes dans une entreprise privée, côte-côte, et que là-bas vous signez des contrats pétroliers entre opérateurs privés, mais avec rétrocession des bacs de toutes sortes, vous n'êtes pas dans la corruption. Vous faites comme si la corruption c'est une histoire de pouvoir public. Quand vous allez faire recruter votre enfant au collège à Frère-Sacquet, alors qu'il n'a pas la moyenne requise pour entrer là-bas, et vous payez, c'est un fonctionnaire que vous êtes en train de payer. La corruption, ce n'est pas une affaire. C'est-à-dire que quand vous vous placez, dès le départ de l'analyse, sous le prisme que c'est une affaire qui concerne les pouvoirs publics,
votre analyse va manquer d'objectivité et elle sera parcellaire d'office. Vous faites comme si c'est seulement l'argent public. Mais la corruption, vous avez vu le problème des avocats qui sont partis prendre de l'argent sur leurs clients. À l'effet de corrompre un magistrat, vous allez sortir de la voiture en prenant le billet de 1000 francs, vous le mettez dans le dossier. Au moment où vous êtes en train de vous poser cette succession d'actes, aucun agent public n'est là avec vous. Vous êtes déjà dans l'état d'esprit et de vivre dans ou avec des règles que vous-même vous faussez. Le problème ne peut pas être simplement le policier que vous venez voir avec l'argent en disant comme il accepte de prendre l'argent, c'est lui qui est corrompu. Mais vous, le corrupteur, qui avez déjà la culture du fonctionnement en marge des règles, et le discours que je viens d'entendre va encore venir en disant oui, mais c'est les pouvoirs publics. Je suis d'accord, mais pas les pouvoirs publics simplement qui participent à la bonne marche de la société. C'est entendu. C'est ce que nous essayons de faire comprendre pour que les gens perçoivent la complexité. Et je chute en disant, mes chers messieurs, quand je vous entends, surtout vous, les petits partis politiques illuminés, là, vous parlez de la gouvernance. Mais le temps vient où vous saurez que gouverner est difficile. Parce que vous faites comme si gouverner, c'est ce que vous faites sur les plateaux de télévision, à 10 000 lieues des centres de décision. Au fait, disait, tout le monde est corrompu, est corruptible. C'est une question de niveau. Quand vous n'avez pas d'argent et que vous êtes là, vous pensez que la corruption c'est 10 000. Quand vous aurez 250 000, parce que ça doit nous amener à nous poser une question. Madame, vous voyez des gens qui ont fait de bonnes études, qui sont nés dans des familles. Ils ne volaient pas. Toute son enfance, personne ne l'a taxé au quartier d'indiscipliné, ni de ci, de ça. Il fait ses études. Il finit. Il commence à travailler. Il gravit les échelons. C'est le jour où il est gestionnaire de budget qu'il commence à voler. Il devient voleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand Tachina. Nous sommes en train d'établir. On n'a plus assez de temps. Vraiment, allez-y rapidement, 10 secondes. Je vous accorde 10 secondes. Sauf que ce que je voulais dire, c'est que autant on peut parler des gens avec autant de légèreté. Donc vous voulez 30 secondes pour répondre à je vais dire quelque chose. Allez-y rapidement. Autant on peut parler des gens avec autant de légèreté, il faut que nous acceptons qu'on peut aussi parler de nous avec autant de légèreté, et même plus pire même. Mais ce que je vais dire même, c'est quoi? C'est que la morale publique et l'éducation sociale relèvent de l'exclusivité de l'ordre des pouvoirs politiques. Ah, c'est faux. Ah bon, si vous dites que c'est faux, il faut me le prouver le contraire. Je dis que c'est un pouvoir qui met en place sa politique, qui établit sa politique. Nous reconnaissons. C'est sérieux ce que vous dites? Nous reconnaissons que la famille est le premier lieu de la socialisation même, de l'éducation sociale, c'est la famille. Mais plus tard, cette éducation sociale est intériorisée où? C'est dans les écoles. Non. Pas du tout. C'est en même temps dans l'école et dans la famille. On vous fait des émissions tous les jours pour vous montrer comment le processus formel d'éducation a deux parties. C'est pour ça qu'on a défini la communauté éducative en tant que composée d'enseignants d'un côté, des parents et des apprenants. Les deux doivent être main dans la main. Mais vous venez de nous dire que... Oui, je dis le contraire. Vous nous avez dit que ça prend compte dans le système éducatif. On vous dit donc que le système éducatif, les collèges, les lycées, les bâtiments que vous voyez... C'est entendu. Merci beaucoup. Ils travaillent en collaboration étroite avec la famille qui a commencé ce travail. Répartissons les responsabilités rapidement. La famille veille à continuer à transmettre l'ordre moral que vous évoquez. Est-ce qu'on vous fait des cours au lycée sur comment gérer votre épouse quand vous serez grand demain? Vous apprenez ça, par exemple, de vos rapidement. Vous allez intervenir. Vous êtes quand même à l'aise de dire, mais on ne peut pas vous répondre. Ce que je veux dire, c'est que la valeur, ce que nous demandons
nous avons reconnu ici qu'il y a une question de valeur qui est innée en chacun. Chacun doit prendre ses responsabilités en main. Mais il faut parler ici, ce que nous parlons quand nous accusons les institutions, c'est la sanction qui ne suit pas lorsqu'il y a des actes de corruption qui sont établis. C'est entendu. Essayons d'établir, de répartir les différentes responsabilités au sortir de cette émission. Bertrand Tachinda. Moi, je suis un peu embêté souvent avec ce statut de société civile. Parce que les acteurs de la société civile, souvent dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, sont pires que les hommes politiques. C'est souvent des hommes politiques déguisés. Des opposants? C'est peut-être pas votre cas, monsieur. Je dis ce sont des hommes politiques déguisés. Est-ce que c'est là le débat? Mais ne perdons pas le temps autour d'une table, parce que c'est le débat. Pourquoi vous vous sentez visé? Mais oui, non, peu importe. Je veux dire que ce n'est pas moi. Comment quelqu'un peut venir sur un plateau de télévision, vous changez le débat et nous expliquer que quand un Camerounais décide de faire uniquement de l'argent sa valeur, c'est de la faute du gouvernement. Quand un Camerounais décide de mettre de l'essence, de mettre une gargote d'essence frelatée, c'est de la faute du gouvernement. Quand un Camerounais décide d'empoisonner tout le monde le soir en boîte de nuit avec tout genre de liqueur frelatée, c'est de la faute du gouvernement. Quand un Camerounais décide véritablement, tu lui donnes la permission de mettre en place, c'est-à-dire que de vendre des médicaments frelatés, c'est de la faute du gouvernement. Qu'on soit relativement sérieux. Monsieur, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Vous avez encore 30 secondes. Allez-y, Bertrand. C'est inacceptable. L'État a mis des moyens pour lutter contre le carburant frelaté. C'est de la famille. L'État a gagné ce combat. C'est-à-dire que chacun doit avoir une morale. Et cette morale est enseignée d'abord dans votre famille, par votre personnalité, à l'école, dans les réunions, par vos confessions religieuses, à partir même de la loi. Je connais aucun gouvernement qui a dans la loi qui demande aux gens, comment je vais dire que, de voler, qui demande en quelque sorte de faire la promotion, comment je vais dire que, de tout ce qui a d'illicite. Mais quand des gens décident d'en faire ça une véritable valeur, et moi je croyais ici que des partis politiques qui aspirent à gérer ce grand pays comme le Cameroun se mettraient d'abord du côté du respect de la loi. Mais le petit peuple n'a pas de moyens. Comment est-ce que les gens veulent gérer un pays qui bafoue la loi dans ce pays? D'expliquer la justification de la violation de la loi. Mais ça fait relativement peur. C'est ce que nous devons vous imaginez des gens qui ne sont pas encore au pouvoir. Le débat est politique, et qui veulent gérer véritablement le Cameroun et qui sont en train de justifier la violation de la loi. Qu'on soit sérieux. Je vais plus loin. Le débat c'est quoi? Le débat c'est quoi? De façon péremptoire, il nous explique que le système judiciaire camerounais est un système judiciaire corrompu. Sur quoi il se base? Très bien, c'est entendu. Nous allons... Sur quoi il se base pour le dire? Professeur vous avez fait une étude? Est-ce que vous avez... Non, qu'on soit relativement sérieux. Est-ce que vous avez pris le rapport de la CONAC de 2020? De télévision. Non. Il ne repose absolument sur rien du tout. Quand j'accuse le système judiciaire camerounais, est-ce que vous avez lu le rapport de la CONAC de 2020? Et vous me demandez où je suis en train de prendre ça? Disait monsieur, j'ai lu le rapport de la CONAC. Et il ne reconnaît pas que le système judiciaire camerounais en 2020 vient en tête de l'institution le plus corrompue. Très bien, c'est entendu. Voilà, s'il vous plaît, on va permettre au professeur... Le système judiciaire camerounais, en 2020, la CONAC le dit. Mais ça, permettez-nous... L'institut le plus corrompu. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est clair, c'est dit par... D'accord. C'est pas moi qui le dis, monsieur Tatinda. Je suis surpris de quelle réaction. Nous allons lire des messages dans un instant, le temps de permettre au professeur Koyok, Jacqueline, qui brûle d'envie de parler. Bon, je voulais dire que le système social est composé en gros de 4 sous-systèmes. Le sous-système de la socialisation, qu'il a convoqué tout à l'heure, le sous-système de la satisfaction des besoins avec des ressources rares, et le sous-système de la satisfaction des besoins. C'est en gros l'économie et tout le reste. Et puis le sous-système de la poursuite des buts. Bon, quand quelqu'un gouverne le pays, le président de la République, Paul Biya, quand il arrive, la première des choses, il dit rigueur et moralisation. Et aujourd'hui, il faut toujours qu'il y ait rigueur
et moralisation. Mais comment nous devons arriver à la rigueur et à la moralisation? Tout le monde est d'accord que autant il doit avoir une impulsion du sommet, autant au niveau le plus bas, la famille, l'école, la rue même, tout le monde devrait comprendre la nécessité, le peuple devrait comprendre la nécessité de la lutte contre la corruption. Mais il paraît que de plus en plus, les gens pensent à un président qui va décréter, qui va dire je prends le décret interdisant la corruption, ça ne peut pas aller. Donc, nous devons nous tous comprendre que s'il y a la différence entre les hommes, c'est seulement à l'éducation qu'il faut que nous tous, que nous nous accordions qu'il faut un système éducatif plus agressif, pointilleux sur les problèmes d'éthique, de morale. Mais qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Rigueur et moralisation, il n'a jamais levé le mot d'ordre. Il y a toujours besoin de rigueur et de moralisation. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Nous avons dit tantôt, et moi j'ai dit, la maman qui va donner 50 000 à un proviseur, ce n'est pas parce qu'elle a envie d'aller corrompre. Elle a envie que son enfant soit à l'école. Et comme elle sait que c'est la règle, mais pourquoi au niveau de l'école, on a instauré cela au vu au su de tout le monde? C'est-à-dire que tout le monde sait aujourd'hui que ça se monnaie. Mais qu'est-ce qui se fait? Bon, c'est pour cela que j'ai dit, le système judiciaire, ce n'est pas tous les magistrats qui sont corrompus. Mais il y a quand même un conseil de la magistrature. Là où on sanctionne tous ceux qui commettent des fautes. Donc, il faut donc que les gens dénoncent. Mais si en bas, les gens ne dénoncent pas, peut-être le citoyen n'a pas la capacité de dire que j'ai donné de l'argent à un magistrat, à un autre. Mais il faut qu'il y ait des dénonciations. Et moi, je me dis, et je suis d'accord avec lui, c'est pas simplement le fait de mettre les gens en prison. Mais nous savons que si quelqu'un a détourné des milliards, vous savez comment c'est difficile de consommer même un seul milliard. Mais pourquoi on ne récupère pas les biens pour que, au vu au-dessus de tout le monde, qu'on dise que voilà tel qui a détourné 200 milliards. Et là peut-être 200 villas, villas ici et là, l'État les récupère. Moi j'ai travaillé à la Commission des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. En Éthiopie, le président Meles, paix à son âme, avait instauré que personne ne devrait avoir plus de 2 maisons. Il dit, vous devez avoir une maison pour votre famille et une autre en location. La 3e maison, l'État récupère. Si on pouvait récupérer tout ce qui évolue aujourd'hui, tout ce que nous pouvons percevoir comme château de machin là, l'État pouvait récupérer ne serait-ce que 80%. Très bien. Merci pour cette pêche. S'il vous plaît. La peine de prison est prévue par notre code pénal. Doit être puni d'une peine de prison. Et on a même donné la possibilité aux gens qui détournent. Et si vous savez que les gens qui ont détourné de l'argent, l'État leur donne la possibilité de restituer et de rester sans aller. Non, c'est peu. C'est l'appréciation du procureur et du ministre de la Justice. On ne cite pas les contemporains. Il y a les gens dans ce pays qui avaient été accusés d'avoir détourné d'énormes sommes d'argent et qui ont restitué cet argent. Ils ne sont pas allés en Merci pour cette perche. Alors, Bertrand Pachina, si vous pouvez permettre de nous avancer, nous allons lire les messages. Monsieur Abdourahmane, vous avez 30 secondes d'Abel et Limbi Lobé. J'aimerais bien vous redonner la parole pour combler ces 30 secondes-là. La CONAC, l'ANIF, le TCS ont un point de convergence. Abel et Limbi Lobé, c'est la répression, on va le dire. C'est un point qu'on peut le reconnaître, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas attaquer le problème à la racine, comme le proposait le professeur Koyok Jacqueline il y a un moment? Elle est dans un parti qui est libéral. Qu'est-ce qu'elle fait dedans si elle pense que les gens ne doivent pas avoir la propriété privée? C'est pas ce que j'ai dit. De leur volonté. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ça. Il faut être cohérent. Vous
vous êtes dans un parti libéral qui a décidé que on peut avoir la propriété privée. Je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Mais pas en détournant. Vous pouvez, je n'ai pas dit que c'est en détournant. Votre parti n'a jamais dit ça. Mais vous êtes en train de prendre pour exemple, comme bon exemple, le cas d'un régime totalitaire qui avait cours en Éthiopie, où on disait que si tu n'as que plus de 2 maisons, donc même si tu as le fruit de ton travail te permet d'avoir 3 maisons, tu ne dois pas. Parce que la 3e est considérée comme une maison contenue les salaires de tout le monde. Donc vous voyez ce type de raisonnement de quelqu'un qui est aux affaires, qui est dans un régime et qui vous dit que son régime est mauvais, mais il est là. Mais il ne sort pas. Est-ce qu'elle a dit... Non, mais attendez, vous ne pouvez pas nous dire... Vous ne pouvez pas nous dire... Vous venez de nous dire... Madame, vous venez de nous dire... Moi, je suis en train de dire... Madame, vous venez de nous dire... Président lutte contre la corruption. Vous n'avez jamais soutenu la corruption. Il ne faut pas nous dire... Ici, il ne lutte pas. Ayez le courage de dire qu'il ne lutte pas. Il lutte. Parce que vous dites que c'est ce président qui a mis sur la place la loi qui permet au ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'apprécier si vous remboursez le corps de délit. Est-ce que vous avez combattu votre président quand il a fait ça? Combattre. Si vous prenez le cas des gens qui ont été poursuivis. Madame Adama a été poursuivie. Elle a remboursé 225 millions. Mais vous, moi, je les cite. Vous ne les citez pas parce que ce sont vos camarades. Et vous n'êtes pas d'accord. Mais vous ne dites pas à votre président, monsieur le président, votre loi là est liberticide. Quand nous on le dit, vous dites que nous sommes des opposants. Vous allez parler à la professeur. Aujourd'hui, vous venez nous dire qu'une loi liberticide de toute façon, qui autorise d'ailleurs de façon arbitraire, parce que quand c'est le ministre de la Justice qui peut décider pour X de rembourser le corps du délit, on avait la poursuite, et pas pour Y. La justice l'a dit. Vous n'avez jamais dénoncé ça. Merci beaucoup, merci. Puisque vous pouvez aujourd'hui commencer à dénoncer, je vous félicite d'avoir eu le courage de dire les peines de prison. Elle dit que le président est dépassé. Il ne peut pas recevoir l'argument. Nous viendrons les messages. On n'a plus le temps. On a plus l'émission. Monsieur Limbi Monsieur Limbi Lobé, permettez-nous de lire les messages. S'il vous plaît, chers invités, on va lire des messages. Bonsoir à vous, Albert et Limbi Lobé. Vous méritez vraiment enseigner vos connaissances aux élèves et étudiants dans ce pays. Message pas du tout signé. Bonsoir, le panel. Vraiment, ce pays est corrompu. La corruption, ce n'est même plus à parler. C'est déjà légalisé. C'est Yvon depuis Ndokpassi. Bonsoir au panel. Selon moi, le problème réel du Cameroun est qu'on met beaucoup plus l'accent dans les discours en longueur de journée au lieu de tenir des débats comme ceci. Félicitations à LTM pour cette thématique. À un moment donné, on se fatigue de la politique. Merci beaucoup. Il faut que l'argent volé soit retourné avec perquisition de tous leurs biens, car nous sommes en train de prendre une trajectoire de non-retour. C'est Marcel depuis Bolova. Bonsoir à vous, je suis tout à fait d'accord avec Teyumnou. Le gouvernement est 100% responsable de ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun. Nous allons de mal en pis, la corruption va de manière évolutive au Cameroun, c'est Marcus de Nkonsamba qui le dit. S'il vous plaît, dites à la dame que si elle est militante du RDPC, qu'elle s'exprime comme une militante du RDPC. Et j'ai eu l'impression que j'écoutais une militante du MRC. On va continuer donc à lire des messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Chapeau à vous, cher panafricaniste Tachinda. Ce pays doit être développé et ça passera forcément par les Camerounais. Arrêtons d'accuser Paul Biya. On dirait un poisson qui se mange dans toutes les sauces. S'il vous plaît, donnez ce passage biblique à Limbi Lobé, Exode 13, verset 10. Alors, bonsoir, on n'aura plus le temps, on ne peut pas lire ce verset. Hein. Vous allez lire après l'émission. D'accord, allez-y, notez-le. Bonsoir le plateau, je voudrais savoir si la dame sur le plateau est militante du RDPC, c'est vraiment rare. Courage et félicitations à vos professeurs. Bien sûr.
Autre réaction, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a besoin des femmes courageuses comme le professeur Nkoyok. Salut camarades. Samuel, merci pour votre message. On retrouve rapidement des réactions sur notre messagerie WhatsApp. Bonsoir à vous sur le plateau. Au Gabon, le parti au pouvoir fait tout pour éradiquer la corruption. Je pense que le Cameroun peut en faire de même. Le président Paul Biya est le président le plus insulté au monde entier, dans tout le monde entier, mais il reste le même. Si le PCRN manque d'arguments, allez prendre les cours chez Elimbi Lobé. La corruption est devenue un modèle de vie de tous les Camerounais, donc pour que le citoyen devienne conscient, le gouvernement doit faire exécuter 100 coupables en public de la part de Songa 92. Merci. Présentatrice, félicitations pour votre professionnalisme. Merci. Bonsoir le panel. Quand un magistrat pose un acte de corruption qui le condamne, s'il vous plaît, donnez-moi le numéro de Limbi Lobé. Je veux vraiment le joindre. Contactez-nous après l'émission. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Abdourahmane. Ce pays est corrompu. Paul Biya doit tout faire pour changer tous les ministres et tous les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques. Bien sûr. Bonsoir, monsieur Limbi Lobé. Vous êtes très cohérent dans le débat ce soir. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. D'accord. Salut à vous, Teyounou, ce pays est à refaire. Félicitations à vous. Bonsoir, madame Cabral Libi, l'homme du futur. C'est le futur président de ce pays. Lorsque nous serons au pouvoir, il n'y aura plus de corruption dans ce Cameroun. Madame, bonsoir. Belle thématique pour éradiquer la corruption. Le gouvernement doit s'investir profondément, à savoir pour un premier temps mettre la corruption, le corrompu et le corrupteur sur le même banc d'accusation. Il nous reste 3 minutes pour conclure cette émission et j'aimerais accorder 20 secondes à chaque invité ce soir. Monsieur Abdourahmane, votre mot de fin, je dis 20 secondes. Votre mot de fin, peut-être quelques propositions à faire au gouvernement concernant la corruption. Oui, bien évidemment, déjà que je vous remercie pour la qualité de votre thématique et cette discussion, cet échange assez chaleureux. Maintenant, comme proposition, si pour ceux qui nous ont écoutés lors des élections présidentielles, nous avons bien évidemment proposé un indice de performance dans des fonctions publiques qui fera en sorte que, qui va susciter une certaine peur, une certaine crainte, une certaine envie de faire son travail chez les fonctionnaires pour qu'ils ne puissent pas se laisser aller dans des histoires de corruption et autres. Et nous demandons, et c'est ce que nous avons toujours demandé au gouvernement, c'est l'action de contrôle, qu'ils mettent l'action de contrôle au devant de la scène et sanctionne ceux qui méritent d'être sanctionnés. Je pense qu'à ce niveau-là, on aura au moins réduit le taux de corruption dans notre pays. Proposition, solution, Teyounou pour ressortir. L'application rigoureuse des sanctions avec résultat, c'est-à-dire que la sanction ne doit pas être là simplement pour empêcher les autres à répéter, mais simplement que si on a volé de l'argent, qu'on rende de l'argent et qu'on soit sanctionné pour ne pas donner le crédit au monsieur qui a détourné 10 000 francs et qui va rester à Nouvelle. Ça, c'est la première application rigoureuse des sanctions, des lois et invention où on vote à l'Assemblée d'autres lois pour préserver les biens publics. Ça, c'est la première. Pour la deuxième, il faut revoir le système éducatif. Pensez que pour construire une nation, il faut l'asseoir sur les bases. Et la troisième? Et la troisième, c'est éduquer le peuple. Merci beaucoup. L'éducation de masse est importante. L'éducation postscholaire est importante. Mais cette éducation postscholaire est importante, c'est encore l'État qui peut juger nécessaire d'introduire cette éducation. Merci beaucoup, Teyounou. On va prendre le mot de fin de Bertrand Tachinda sur ce plateau qui représente le nouveau mouvement populaire. Monsieur, en 20 secondes, votre mot de fin. Nous avons toujours apporté un soutien total à l'action de l'opération Épervier. Un soutien total. Je crois qu'il faut durcir les lois, il faut les appliquer de façon stricte. Quand nous arriverons au pouvoir à un certain degré de corruption, vous risquez de vous voir appliquer la peine de mort. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut enseigner les Camerounais. Il faut leur dire que ça dépend aussi d'eux. C'est-à-dire qu'il est hors de question, quel que soit son niveau social,
de pouvoir poser un acte de corruption. C'est-à-dire que la corruption n'est pas jugée en fonction de ses moyens et du niveau social qu'on a. Donc voilà rapidement en 20 secondes ce qu'on peut dire. Merci beaucoup pour la C'est une confusion. société se construit à partir, comment je vais dire, que des gouvernants, des gouvernants. Merci beaucoup Abel Émile Lobé, votre mot de fin. La Bible nous dit que ceux qui sont bien décidés à être riches, le phénomène commence dans l'individu. Ce que certains disent, qui mettent en cause les dirigeants en termes de on ne sanctionne pas assez, on ne poursuit pas tout le monde, oui c'est vrai, mais il y a une partie du problème qui est dans l'homme. Les valeurs que vous vous fixez. Pourquoi vous décidez à un moment donné d'avoir 40 voitures? Pourquoi vous décidez d'avoir 3, 4, 5, 6 maisons? Parce que vous voulez, vous avez intégré la valeur accumulation des biens matériels. Mais ça, le gouvernement ne peut pas modifier cet état d'esprit. Le gouvernement ne peut pas vous dire, monsieur, n'accumulez pas les biens. Il peut fiscaliser. Il peut fiscaliser. L'accumulation des biens, mais à l'étranger, en Europe, plus vous avez de l'argent, plus vous payez. Mais ça n'a pas empêché que des gens aient beaucoup de biens. Merci beaucoup. Donc, le phénomène est complexe et les approches simplistes qui mettent simplement en cause un gouvernement comme si vous quittez, on nous met, on enlève Paul, on met Cabral, c'est terminé, ça va être du beurre. Ça, c'est de l'heure. Professeur Jacqueline Koyok. Je voudrais simplement dire, le président Paul Biya n'a jamais laissé lever le mot d'ordre, rigueur et moralisation. Et je dis qu'en dehors de l'emprisonnement, si on saisit les biens obtenus avec de l'argent détourné ou bien l'argent de corruption, ça permettra au peuple de suivre le mouvement. Et il y a aussi qu'il faut éduquer tout le monde, parce que l'éducation de masse permettra à chacun de comprendre, de ne plus confondre le bien commun au bien personnel. Merci beaucoup à mes 5 invités qui ont répondu présents ce soir. Puissent les échanges de ce soir faire œuvre utile et apporter un changement, pourquoi pas, dans nos mentalités, dans nos marchés et dans nos bureaux. Merci encore à vous, chers invités. Merci à l'équipe technique. C'était tout au clair de ce lundi.